à tous et bienvenue dans la quotidienne. Merci de m'accueillir sur votre petit écran. Aujourd'hui, le cyclisme est le sujet du jour pour notre rubrique C'est Sport. Ensuite, avec Anna Chiron, dans notre rubrique On s'occupe de vous, nous verrons comment financer ses études, mais nous verrons donc le côté social. Et enfin, pour notre rubrique Fin bon, aujourd'hui, on découvre la recette de la tapenade. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un nageur exceptionnel, un nageur pas comme les autres, donc que j'ai nommé Frédéric Patané. Bonjour. Bonjour. Alors donc je dis aujourd'hui un nageur pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aux chers téléspectateurs? Alors exceptionnel, c'est un peu exagéré, mais disons que pas comme les autres, je suis d'accord, puisque je reviens d'une compétition qui était réservée aux personnes transplantées. Alors pendant justement ce championnat, vous avez ramené quand même des médailles. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais avant de donner votre ressenti, c'est quoi ce championnat des transplantés? Alors ça s'appelle les Jeux mondiaux et transplantés, ça se déroule depuis 20 ans, c'est organisé tous les 2 ans dans chacun des pays. Et vous comptez à peu près en moyenne entre 1000 et 1200 sportifs de 50 pays environ qui se regroupent dans tous les 2 ans et pour s'affronter dans des compétitions comme le cyclisme, la natation, le tennis, voilà, il y a plusieurs disciplines. Alors là vous êtes parti en Argentine, mais vous aviez déjà eu des médailles donc il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans ça se passait à Durban en Afrique du Sud où j'avais eu 3 médailles, une en argent et 2 en bronze. Et cette année c'était à Mar del Plata, c'est une station balnéaire en dessous de Buenos Aires, mais c'était l'hiver, hein, donc on ne s'est pas baigné. Et il y avait environ 1300 sportifs. Alors quand on est un nageur transplanté, comment on se prépare pour ce genre d'événement ou ce genre de rencontre? À vrai dire, on se prépare un peu. Moi, personnellement, par exemple, je nage au CNC, au Cercle des nageurs calédoniens, et je participe au cours des masters. Alors, master, catégorie moyen, vous avez les masters, il y a les débutants, il y a les moyens, et puis il y a les gens des nageurs qui sont assez rapides. Je suis avec un groupe de masters, d'hommes et de femmes de mon âge environ, et je nage 3 à 4 fois par semaine le soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu l'organisation de ces jeux? Comment ça se passe pour l'équipe médicale, parce que ça ne doit pas être facile, c'est pas comme les jeux, on va dire, normales, ou comment ça se passe au niveau de l'organisation? Oui, souvent je dis une personne transplantée, c'est beau comme le cristal, mais c'est aussi fragile comme le cristal. C'est-à-dire que comme on prend des médicaments qui vont diminuer la défense immunitaire, pour qu'on puisse accepter le corps étranger qu'on a en nous. Donc parfois, quand on fait ce genre de compétition, on se déplace, on change d'habitudes alimentaires, etc. Donc on se prépare dans sa compétition, mais on a un encadrement médical très important. Vous avez en permanence des médecins, vous avez toujours une ambulance à proximité, parce que voilà, un greffé, il peut avoir un petit souci de santé qui peut très vite dégénérer et mettre en danger le greffon. Donc on est à la fois dans du sport et on a, sans qu'on s'en rende compte, en fait ils sont là mais on ne les voit pas, vous avez des médecins, des ambulances, des infirmiers qui sont prêts à intervenir à tout moment. Alors lorsque vous vous êtes préparé pour partir, vous avez quand même, on va dire, autour de vous des gens qui vous ont beaucoup aidé. Par exemple, le Résir, on va parler après de votre femme, mais surtout le Résir qui vous a beaucoup soutenu. C'est le Résir d'abord qui... Alors c'est le réseau de soutien à l'insuffisance rénale qui m'a demandé il y a quelques années de participer à ces Jeux. Alors pour quelle raison? C'est-à-dire que quand l'idée, alors on pourrait résumer en une phrase, la greffe d'organes ça marche. Et donc pour montrer que ça marche, participer à une compétition où il y a quand même, il y a un certain niveau quand même, c'est pas du patronage, hein, il y a des gens qui réalisent d'excellents temps dans cette compétition. Donc participer à cette compétition, montrer qu'on peut préparer une compétition sur une année de manière assidue, qu'on peut sur une période de 2-3 jours faire des sports de manière intense, et alors qu'on est transplanté, c'est la preuve qu'on est en bonne santé et que la greffe ça marche. Alors comment on peut être motivé pour des jeux comme ça quand on est quelqu'un, quand on a été transplanté? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire aujourd'hui? C'est-à-dire que voilà, moi j'avais une maladie congénitale, j'avais une polycystose rénale et qu'on a détecté très vite. Et depuis l'âge pratiquement de 13 ans, je sais que je vais avoir une insuffisance rénale. Et lorsque, en 96, j'ai vécu ma vie à peu près normalement jusqu'à l'âge de 30 ans, mais à partir de 30 ans, on voyait que la fonction rénale commençait. Et mon épouse a lu un article, pas tout à fait par hasard, dans un journal en disant « Le conjoint peut donner son rein à... Enfin, une personne
peut donner son rein à son conjoint. Et donc en 1996, nous étions allés voir le néphrologue à Magenta, parce qu'on habitait en Nouvelle-Calédonie, et on lui en a parlé, et puis il nous a expliqué que c'était un peu compliqué. On en discutait tout à l'heure, que le don d'organes, il doit être libre et gratuit. Libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. Mon épouse je ne l'ai pas du tout contraint. Et gratuit, c'est-à-dire qu'il ne faut rien attendre en échange. Alors elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc on a fait les tests de compatibilité et on était très compatibles. Et la question du don d'organes avec mon épouse s'est posée lorsque je suis passé en dialyse et qu'elle m'a vu petit à petit en fait m'affaiblir de jour en jour. Et là elle m'a dit il faut absolument que je donne mon rein, sinon ça va être très compliqué pour toute la famille. Mais personnellement c'est des décisions assez difficiles pour la famille et pour vous également. Alors pour mon épouse, elle était dans ce projet, elle a jamais bougé d'un iota. Par contre pour moi, c'est pour accepter le rein de Patricia, ça a été un peu plus compliqué, ça a demandé. Et finalement j'ai accepté quand j'ai vu que on allait passer, je voyais que la famille, en fait, ça, vous savez qu'on a un enfant un petit peu avec des problèmes, et je voyais qu'elle s'en sortait pas toute seule. Bon voilà, je pensais que j'allais plonger, que toute la famille allait plonger avec moi, et finalement je me suis dit je vais accepter le rein de Patricia. Alors ceci nous amène quand même à parler du don d'organes en Nouvelle-Calédonie. Quel est votre avis sur le don d'organes? Est-ce qu'aujourd'hui en Calédonie on donne facilement le don de son organe? Oui, vous savez qu'on peut donner de son vivant, hein, c'est mon cas, et puis on peut donner lorsque quelqu'un décède. D'après ce que me disent les néphrologues, le taux de refus, c'est-à-dire lorsque vous décédez, on dit à la famille, est-ce que vous acceptez qu'on prélève des dons d'organes sur la personne qui vient de décéder, le membre de votre famille? Le taux de refus est plus important en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Hein. Alors, les explications, puisque c'est un petit peu un lien avec le travail que je fais actuellement, à mon avis, il y a des freins culturels, hein, c'est clair. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les Océaniens, je crois qu'il va falloir un peu de temps pour qu'ils admettent le prélèvement d'organes sur une personne décédée. Oui, c'est assez compliqué, coutumièrement. Oui. Est-ce que, on va dire, ailleurs, en dehors de la Nouvelle-Calédonie, cet esprit-là est assez, on va dire, un peu plus libre? Autre que la métropole également. Alors, en métropole, vous êtes propriétaire de votre corps. Vous dites, vous êtes autour d'une table en famille, vous dites, écoutez, si je décède, vous pouvez prélever mes organes. Et finalement, lorsque vous décédez, eh bien, la famille, elle se sent presque obligée d'accomplir la dernière volonté du défunt. Donc, vraiment, c'est la personne elle-même qui décide de ce qu'elle va faire. Vous avez des pays comme, par exemple, je pense à l'Espagne. À ce moment-là, en Espagne, vous décédez, votre corps ne vous appartient plus, il appartient à l'État. Et là, on vous prélève. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Espagne a un nombre très très élevé de greffés. Alors pour revenir justement au sport, quel est votre prochain rendez-vous pour justement participer à ces Jeux? Alors, je vais bien physiquement, etc. Mais on part toujours, quand on est greffé, on part toujours un peu au conditionnel, on a peur que ça porte malheur. Mais c'est vrai que j'envisagerais de partir dans 2 ans à Malaga, en Espagne. Hein, donc l'Espagne très très sensibilisée par la greffe d'organes. Dans 2 ans, donc les prochains Jeux se dérouleront à Malaga. Et on rencontre, on va dire, beaucoup de gens dans ce genre de, on va dire, d'événements, de rencontres sportives. Donc vous vous dites, je ne suis pas le seul. Alors, il y a ça, et puis quand alors on est 1300, cette année on était 1300, on était 2000 à Durban, 1300, il y a eu, parce qu'il faut dire que l'Argentine n'est pas facile d'accès, donc il y a des pays où ça a coûté trop cher, etc. Bon, l'Europe, à mon avis, il y aura beaucoup de monde à Malaga dans 2 ans, mais c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer des gens de toute la planète entière, et j'ai presque envie de dire que chaque fois que vous rencontrez une personne greffée, c'est un peu magique. Elle a une histoire qui sort un petit peu de l'ordinaire, et puis on est entre nous, et on a tous, quand on est greffé, on a une mentalité de survivant, c'est-à-dire on est passé par des épreuves très difficiles, on a même pensé qu'à un moment donné c'était terminé, et puis grâce à la greffe d'organes, tout redémarre. C'est pour ça qu'on a cette mentalité de survivant, et donc ça donne à cette compétition un aura très particulier. C'est vrai que quand vous dites il faut profiter, vous êtes des survivants parce que vous êtes également professeur, vous vous occupez des travailleurs handicapés. Alors nous arrivons peut-être au terme de cet entretien. Si vous avez un message à passer justement sur le don d'organes en Nouvelle-Calédonie, ce serait quoi pour vous? C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'objectif de cette compétition, c'est la greffe d'organes, ça marche. Et donc chaque fois qu'on donne de son vivant, ou alors qu'on accepte le prélèvement sur quelqu'un, alors dans le cadre d'un drame, c'est toujours très compliqué, hein, mais en fait, vous pensez bien que vous allez redonner la vie à quelqu'un d'autre, qui est en train probablement, si vous avez
avait une insuffisance rénale, physiquement, il est très probablement très diminué. Et ça va. Et puis, je voudrais aussi, alors on pourrait se dire, ah, mais la personne, elle reçoit. Ce que j'ai observé dans ces jeux, c'est que beaucoup de gens pratiquent le sport en mémoire de leur donneur. Hein, souvent, ils vous disent, oh là là, c'est fatigant, mais allez, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, allez, pour mon donneur, je vais faire encore un effort. C'est vrai que les gens sont toujours, le donneur est toujours présent. Oui. Voilà, Frédéric Patane, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Dans ces sports aujourd'hui, on va parler de cyclisme et notamment du VTT qui attire de plus en plus d'adeptes. Bonjour Jamie. Bonjour Elise et bonjour à tous. Le VTT séduit de plus en plus de Calédoniens. Un constat effectué donc par les principaux acteurs de la discipline. Et preuve à l'appui, ce sont les 1600 Calédoniens qui chaque année s'inscrivent donc pour participer à la fameuse méga rando. Le petit rappel, c'est une course de VTT bien évidemment sur piste organisée à Pau-Creux dans la commune de La Foix. C'est une course décrite comme étant familiale et conviviale qui, après 12 éditions, connaît toujours le même succès auprès des Calédoniens, à tel point que cet événement a réussi à se faire une place auprès des rendez-vous sportifs incontournables de l'année. Alors comment expliquer ce succès ? Alors il a déjà l'aspect convivial, donc dans un cadre naturel, magnifique comme certains le disent, comme sur les terres de Daniel Guépi. Je le rappelle que c'est sur la commune de La Foix. Le cadre magnifique donc représente déjà plus de 50% du choix effectué par le participant. C'est une course conviviale mais également familiale parce que la méga rando, c'est 7 parcours pour un public varié et parmi ces parcours, l'épreuve de la méga 50 chrono novice est confirmée peuvent s'affronter sur une piste d'environ 50 km avec un dénivelé de 1550 mètres ou encore il y a la Mega Kids, une course qui est réservée aux enfants comme son nom l'indique de 6 à 12 ans au cours duquel les futures stars de la discipline découvriront des ateliers VTT. En effet, la Méga Rando, c'est une course où l'on peut faire du sport en famille, Élise. Et Jamie, qu'en est-il de la sécurité? Alors c'est aussi un facteur qui fait le succès, je dirais, de la Méga Rando. Ici en Nouvelle-Calédonie, le cyclisme, c'est 3 catégories. La route, comme le Tour de Calédonie par exemple. La piste pour la vitesse, une discipline longtemps dominée par Laurent Ganet. Et puis enfin le VTT en pleine nature, donc comme le propose la Méga Rando. Donc 3 pratiques où la sécurité est de rigueur. Actuellement, le vélo sur route souffre de l'image que véhiculent les routes calédoniennes. C'est vrai qu'elles sont trop dangereuses, hein, notamment pour s'entraîner. Donc seul le dimanche, on va dire, on peut s'entraîner voilà, le dimanche. Quoi. Que le dimanche donc pour s'entraîner, en effet, Élise. Et puis il y a aussi les pistes. Donc sur les pistes, où on peut faire de la vitesse comme Laurent Ganet ou Hervé Ganet, donc qui, je le rappelle, ont terminé champion du monde et aussi champion d'Europe. Donc la seule piste sur Magenta, elle ne respecte plus les normes de sécurité. Du coup, eh bien, la vie des coureurs, des VTTistes est en danger. Il reste une seule pratique pour les coureurs. C'est le VTT. Voilà, en effet, en pleine nature, donc aucun danger d'effondrement de la piste, aucune voiture à l'horizon, uniquement des chutes à prévoir avec une sécurité optimale. Le VTT est définitivement l'avenir du cyclisme calédonien. Donc une bonne chose finalement pour le cyclisme calédonien. En effet, Élise, surtout que le pays a longtemps figuré parmi les meilleurs comités de France de cyclisme, en raflant plusieurs titres nationaux, européens et mondiaux avec, encore une fois, je le répète, Laurent Ganet. Le pays a formé des champions. J'ai cité Laurent Ganet, mais il y a également son frère Hervé Ganet ou encore Philippe Tépinier, un passionné de vélo qui fait tout pour que tout le monde puisse faire du vélo. Il est à l'origine de cette idée ingénieuse, l'idée d'avoir créé un vélo donc pour les handicapés. Il est également à l'origine de la création de l'association Les Vélos du Cœur. C'est un passionné des 2 roues que notre journaliste Alexandre Sigura a rencontré. C'est tout de suite. J'ai commencé à me prendre un vieux vélo qui traînait chez mon père, dans tout le tas de vélos qu'il avait, de le remettre en état et puis de commencer à faire les courses de quartier avec les copains. Et donc à partir de 14 ans, je me lance dans les courses de minimes. Faut dire honnêtement, j'étais pas terrible parce que je finissais la course, les commissaires étaient tellement fatigués d'attendre qu'ils étaient partis. Donc pour moi, on va dire
Tout ça a commencé un petit peu à aboutir en junior à 17 ans quand j'ai gagné le championnat de Calédonie sur route. J'ai été retenu pour aller faire les Jeux d'Océania en Nouvelle-Zélande, où je me suis bien débrouillé, et c'est là que l'entraîneur de Nouvelle-Zélande a voulu que je reste 4 mois chez lui, en Nouvelle-Zélande. Ça a été très dur pour moi, et donc ça m'a permis de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, d'une façon de courir que nous, en Calédonie, c'était pas du tout pareil, de gagner des courses en Nouvelle-Zélande. Et donc je suis revenu en Calédonie à l'âge de 18 ans, rencontrer tous les anciens, les Clémen, les Cornaille, les Loquet, tous les grands de Nouvelle-Calédonie de l'époque, de gagner des courses. Et donc c'est là qu'on a commencé à vraiment parler de Philippe Tépinier, quoi. Il faut, je crois, se rendre compte d'une chose, quand on est sportif de haut niveau comme moi je l'ai été, c'est-à-dire j'ai gagné énormément de courses, hein, souvent la télé, quasiment tous les lundis dans les nouvelles, on parle de vous. On va dire, il faut être honnête, dans la vie, je crois que ça vous monte un petit peu à la tête. Et donc vous êtes un petit peu au-dessus de ce qui se passe un petit peu autour de vous. Vous avez le sentiment que la vie, eh ben, elle tourne autour de vous, quoi, hein. Et donc il a fallu que quand ma carrière se termine, que finalement ma vie, après un divorce, redémarre, on va dire, à zéro. Et je crois d'être surtout retombé sur terre. Donc pour moi, retomber sur terre, ça voulait dire, bon ben finalement aujourd'hui, il n'y a plus personne qui te connaît comme avant, c'est fini, c'est plus toi le dieu qui fait un petit peu la une des journaux, de la télé. Vous ne voyez plus du tout la vie qui tourne autour de vous. C'est-à-dire c'est fini, on va dire un peu, cet enfant gâté là, qu'il y a en vous, en disant je lève le doigt parce que je voudrais qu'on me prépare mes chaussures, parce que j'étais un grand champion, il fallait tout me faire. C'est vrai que quand ma carrière s'est terminée, cette passion-là du vélo, j'avais envie de partager, de donner. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette fameuse association Les Vélos du Cœur. Récupérer des vélos, les remettre en état, les offrir aux personnes démunies de toute la Calédonie, des îles. Donc on va dire 13 ans après d'avoir monté cette association Les Vélos du Cœur, j'ai offert 3650 vélos. J'ai voulu ensuite aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire de créer ensuite des vélos pour des enfants handicapés. Donc ça c'est beaucoup de travail parce que là, commencer à partir sur de la soudure, quelque chose que je ne connaissais pas, donc il a fallu que je prenne des formations de soudure. Depuis maintenant 6 ans, j'ai fabriqué une dizaine de vélos pour enfants handicapés, un peu de toutes sortes de styles de vélos. Aboutir à la construction d'un vélo pour un enfant handicapé, ça a été pour moi un aboutissement fort, mais surtout après quand vous faites la donation, de voir cet enfant handicapé pouvoir faire un petit peu de vélo, je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Et ça, c'est très fort dans la vie. Standing here with all these people around. They don't even know my name. Quand j'offre un vélo à un enfant, en brousse, à Nouméa, je me dis ça, c'est fort. De voir la personne, comment elle vous regarde, son sourire. Ça, vous avez le sentiment que finalement on est lié. Surtout, vous attendez rien de ça. Vous le faites parce que c'est une passion. Et cette passion-là, vous avez envie de la partager, vous avez envie de la donner. Tous les ans, je me fixe un objectif. Et le défi de cette année, pour moi, c'est d'avoir voulu reconstruire l'histoire du vélo, c'est-à-dire l'histoire du Grand-Bi. Il a vu le jour, d'abord ça a commencé par le fameux baron Karl Dres, qui lui en 1817 a fabriqué ce fameux premier vélo qui a vu le jour au monde, c'est-à-dire cette fameuse Dresienne, un vélo qui n'avait pas de pédale. Donc ensuite,
on a voulu aller un petit peu plus loin en 1873 où on a fabriqué le fameux Gromby, c'est-à-dire cette grande roue avec des pédales. Je peux vous dire que c'était pas facile, hein, parce qu'il y en a eu des chutes et tout. Et c'est donc en 1873 que le fameux Gromby a vu le jour. Donc je me suis inspiré de cette histoire-là. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu, en Nouvelle-Calédonie, recréer l'histoire du Gromby en créant le même vélo. Et celui-là, c'est le fameux Gromby calédonien. Cette fameuse roue, comment on la fabrique, les rayons, comment je fabriquais des rayons. Et donc cet axe, il était percé. J'ai été acheter des barres de fer que j'ai filtrées, que j'ai ensuite mis dedans cet axe. Ensuite, je me suis dit, bah tiens, mais non, il faut que je mesure. Parce que la grande roue, elle mesure 1,50 m. Il faut la fabriquer. J'ai fabriqué cette fameuse grande roue. Et donc, le cadre, comment je vais fabriquer le cadre, la direction. Donc, je peux vous dire que pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai démarré les travaux du Gromby en début d'année. Et on va dire fin août, le Gromby voit le jour. La dernière, comment j'allais faire le pneu du Gromby. Une grande roue comme ça aujourd'hui, ça ne se fabrique plus. Alors c'est avec un tuyau d'arrosage que j'ai fabriqué le pneu du Gromby. Donc on va dire, bon, il faut un peu d'imagination, se dire, bon, avec ça, ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher. Et donc, je suis quand même arrivé à mes fins. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que je suis vraiment fier de mon travail. J'ai fait un essai, ça roule, comme on dit, dans le vélo. Donc pour moi, je suis fier de mon travail. Pour moi, la vie, elle continue. Le vélo, toujours le vélo. Ça y est, je suis déjà sur un nouveau projet. Là, pour moi, c'est de construire un vélo avec 2 roues devant. Pas facile encore. Il faut imaginer comment, avec 2 roues devant un vélo, il peut marcher. Donc, ça y est, je suis dessus, en plein dedans, comme on dit. Et on va dire d'ici, je pense, fin d'année, ce vélo-là, il verra le jour. Donc, toujours dans le vélo, toute la vie dans le vélo. Je pense que je vais finir mes jours dans le vélo. Alors l'actualité cyclisme, c'est la 45e édition du Tour de Calédonie. En effet, Élise, et on attend Thierry Fonder donc, pour défendre son maillot jaune. On écoute tout de suite les précisions de cette prochaine édition du Tour cyclisme avec Gérard Salin, le président de la Ligue calédonienne de cyclisme. Le départ du Tour en France-Nouvelle-Calédonie sera donc donné cette année à Marais, le 13 octobre, pour 2 étapes, un contre-la-montre par équipe de 5 coureurs, donc ça va être très rapide, parce que ça va se passer entre Padawa et Tadine. Et puis ensuite, une deuxième étape le lendemain en ligne, qui passera à peu près dans toutes les chefferies de Marais. Ensuite, on revient sur la Grande Terre. Je vous donne en gros, parce que je ne peux pas encore donner le tour. La présentation officielle se fera le 23 septembre. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des étapes au Mont-d'Or, à La Fois, à Poya, à une montée de mine, et puis toutes les diverses étapes en revenant par la côte Est, en passant par Bourail. Et cette année, on va à Thio avant de finir sur deux nouveautés qui termineront le tour. Voilà, c'était donc le président de la Ligue calédonienne de cyclisme. À noter donc le prochain rendez-vous, la 45e édition du Tour de Calédonie. Voilà, Élise. Merci, Jamie. À la semaine prochaine. Merci à tous et bon week-end. À la semaine prochaine. Allez, on poursuit avec notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, tu nous emmènes à Poignimy à la rencontre de Cynthia, une jeune femme qui s'est lancée dans la couture afin de réunir des fonds pour financer son départ en métropole et poursuivre justement ses études. C'est un peu ça son but. Salut Élise et salut à tous. En effet, c'est bien ça le but. Et il faut savoir que chaque année, il y a quand même 400 Calédoniens
qui partent justement en France pour aller étudier. Et elle souhaite pouvoir le faire l'année prochaine. En tout cas, c'est impressionnant le nombre d'étudiants qui s'envolent chaque année pour l'Hexagone, pour leurs études. C'est vrai, Elise, ça fait beaucoup de jeunes qui partent chaque année, mais évidemment, ça a un prix, ça c'est pas donné. Et c'est pour cela justement que Cynthia, elle s'est mise à la couture et maintenant, elle vend ses créations pour pouvoir justement réunir des fonds. Et elle a appris toute seule ou elle a pris des cours pour la couture? Alors, je pense qu'elle a déjà un don, on va dire, inné pour la couture, mais bon, elle a dû apprendre aussi avec ses grandes sœurs, s'est fait aider par ses sœurs pour la couture, mais aussi pour la teinture, puisqu'elle teint aussi ses créations elle-même. Alors on peut voir dans les tribus ou dans les associations la solidarité, on va dire, de la part de l'entourage, de la famille. C'est vrai, ça joue beaucoup ici, la solidarité. Quand il y a un jeune qui est comme ça, qui prépare son départ, tout le monde s'y met, tout le monde met la main à la pâte ou à la poche pour l'aider. Ça peut être en organisant des journées de bingo, des soirées par exemple. Et Cynthia a été soutenue justement par une association? Alors elle, en fait, c'est par sa maman. Sa maman fait partie de la Fédération des femmes de Pointe-Dimier. Et du coup, Cynthia l'a accompagnée justement l'année dernière pendant la journée de la femme qui était à Pointe-Dimier justement. Et elle a pu comme ça exposer ses produits et se faire connaître ses créations. Voilà, il faut savoir que les 17 communes de la province Nord ont chacune leur fédération de femmes. Cela était une volonté du Conseil, pour préciser, des femmes de la province Nord de couvrir, on va dire, toute la province. En effet, des femmes qui sont très actives, justement, et puis grâce à ces fédérations, ça permet de faire connaître le savoir-faire justement de toutes ces femmes. Ça favorise aussi les échanges, et puis ces fédérations, elles soutiennent aussi les initiatives et puis elles font bénéficier de formations. Il y a des formations pour la couture, pour l'artisanat aussi, création de bijoux par exemple, pour la cuisine. Ça peut être pour comment diriger une association, voilà, plein de petites choses qui sont mises en place pour toutes ces femmes. Et Cynthia confectionne des robes? Elle confectionne pas encore des robes, elle est apprentie, elle s'est lancée pour commencer dans la confection de ce qu'on appelle des tuniques, ce sont des hauts de robe. Et si tu veux en savoir plus, moi je te propose d'aller tout de suite à la tribu d'Ométeux à la rencontre de Cynthia. Moi je cours chez moi, ici à Ométeux. J'ai squatté là à casa mon grand frère qui était inoccupé, donc voilà, j'ai profité un peu pour la rénover, installer ma petite machine. C'est ma mère, après ma grande sœur qui m'a appris à coudre. Et par la suite, voilà, j'ai voulu créer moi-même des idées qui sortent un peu de droite à gauche, puis voilà. Si je fais ça aujourd'hui, c'est pour essayer de financer d'essayer de continuer dans la pâtisserie et financer mes études pour le billet d'avion, l'établissement, le logement, parce que c'est cher aussi. J'ai eu l'envie de continuer dans la couture. Déjà, c'est un gagne-pain. Et puis, ça aide à sortir aussi. On peut aller vendre ailleurs nos produits, je sais pas, aller au village, aller pour des associations à Bonérouin, Pointe-Dimier, peut-être sur l'autre côte, on ne sait pas. Bonjour Cynthia. Bonjour Charline, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Bien, tu te prépares pour Pau? Non, parce que voilà, j'ai encore beaucoup de commandes à faire. Sinon, il y a déjà une commande qui est déjà partie, mais sinon, voilà, je vends toujours sur la route. Cynthia, je te souhaite bon courage puisque tu fais tout ce travail-là pour financer tes études. Bon courage à toi. Merci. Et je te préviens pour les prochaines manifestations qu'on aura au niveau de la commune ou dans la province. Aujourd'hui, je suis venue pour voir Cynthia justement si elle avait des choses
ces robes ou ces hauts de robe à les vendre à Pau. C'est l'occasion pour elles, justement, de se faire savoir, de se faire connaître. La fédération invite toutes les femmes de la côte est, de Pont-Dimier, de la commune de Pont-Dimier, à exposer leur savoir-faire, je vais dire, pour Pau, la remission, la vannerie et les bijoutières, justement. Voilà, l'association Journée de la femme là, qui s'est passée à Window, ben, c'est toutes les associations des femmes du territoire. Du nord au sud, ben voilà. Ma mère, comme elle est dedans, ben voilà, j'ai voulu participer un peu. Puis j'ai emmené mes robes, enfin mes hauts à Window pour les vendre. Là, puis d'un côté, c'était un plus pour moi parce que il y avait d'autres personnes qui sont venues avec chaque modèle différent, chaque style de haut, de robe. Et j'ai vu l'échange qu'on a eu avec les femmes de Wailou, de Kanala, de Touo. Ça commence à arriver petit à petit. On voit comment l'argent y rentre. C'est le business d'aujourd'hui, quoi. Voilà, très coloré en tout cas toutes ces tenues. Bon courage à Cynthia pour la suite, espérant qu'elle pourra mener son projet à terme, donc de poursuivre ses études en métropole. On l'espère, on l'encourage et puis cela prouve que lorsqu'on est motivé, quand on a la volonté, eh bien on trouve toujours une solution pour arriver à ses fins. Alors voilà un exemple passif, donc des infos pratiques à nous transmettre Oui, Élise, j'ai pas mal de numéros à transmettre à nos chers concitoyens. On commence par la défige. La défige qui est joignable au 47 72 27. Ils ont une adresse mail aussi, défi@province-nord.nc. Pour les personnes qui sont aux îles Loyauté, il y a la direction de l'enseignement de la jeunesse de la province des îles, c'est à Wélifou. Le numéro, le 45 52 20. Et on passe au service de la mission de la femme, puisque nous avons beaucoup parlé des femmes. Ce service est joignable au 47 73 36. Le mail mission-femme@province-nord.nc. Et il y a aussi le Conseil des femmes de la province Nord, le téléphone le 42 33 14 et le mail cfpn@canel.nc. Voilà, et on rappelle qu'il existe aussi à Nouméa la maison de la femme. Vous pouvez les appeler au 25 20 47. Merci Anna pour toutes ces informations. Et puis on te retrouve donc la semaine prochaine. Avec plaisir et bon week-end à tout le monde. Allez, on va découvrir notre plat du jour dans notre rubrique Fin bon. Alors notre plat du jour est un plat provençal, donc servi à l'apéro. La tapenade est un mélange de légumes, d'anchois et bien d'autres ingrédients que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette recette. Alors je vais vous présenter aujourd'hui deux recettes qui sont d'une part l'anchoyade et d'autre part la tapenade, et tout ça pour agrémenter avec efficacité vos apéritifs. Donc premièrement, on va commencer par l'anchoyade. Pour ce faire, j'ai besoin de un petit morceau de pain dur, de l'huile d'olive, des anchois, de l'ail, 2 carottes et un concombre. Au tout début, on va commencer par tremper le morceau de pain dans un petit bol d'eau pour qu'il s'imprègne. Donc on le met dedans. On s'en servira tout à l'heure. Ensuite, donc, on va commencer à préparer les légumes. Donc, je vais commencer à éplucher les carottes. Voilà, hop là. Je prends le soin de les couper donc, en petits bâtonnets relativement fins. C'est beaucoup plus facile ensuite pour manger. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec le concombre. Donc, je vais l'éplucher et le couper également en petits bâtonnets. Alors bien sûr, le concombre, il faut prendre soin de lever les graines, bien évidemment. Et il faudra bien entendu aller les rincer un petit peu parce qu'il y a évidemment beaucoup de graines encore au milieu là, avant de les présenter.
Voilà. Donc ensuite, on va commencer à préparer la sauce elle-même. Donc pour cela, je vais commencer par l'ail. Donc j'ai besoin de 3 gousses. Si ce sont des petites, on peut en mettre 4. Et on les met directement dans le mixeur. Donc ensuite, je vais mettre les anchois. Donc là, il y en a à peu près la moitié d'un pot. Les petits pots qu'on trouve dans le commerce, il en faut à peu près la moitié du pot. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais rajouter le pain qui, depuis tout à l'heure, s'est imbibé d'eau. Donc je les sors un petit peu quand même. Hein. Donc on met le pain tel quel. Peut-être pas tout d'ailleurs, parce que ça fait un peu beaucoup. Je vais maintenant rajouter l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, j'en mets l'équivalent de un petit ramequin comme celui-ci. Vous voyez, donc un tiers de verre de table. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, il faut mixer. Donc on y va. Voici. Là, c'est parfait. Donc là, l'enchoyade est faite en fait. Elle est déjà faite, vous voyez. C'est vite fait. Hop là, je le mets dans le petit récipient. Donc vous avez une enchoyade là, qui est relativement liquide cette fois-ci, mais c'est très très bon aussi. Et donc en fait, ensuite on va tremper les petits légumes, on va les tremper dedans et on mange tout simplement. Et c'est très bon. Donc maintenant, on va faire la deuxième recette, c'est donc la tapenade. Donc pour la tapenade, j'ai besoin de une gousse d'ail, qui est là, un anchois, que j'ai gardé de tout à l'heure, hein. Donc là, il est dans le petit récipient. J'ai besoin d'un peu de purée de piment pour relever l'ensemble. Également des olives vertes dénoyautées, hein, très important. Et mon mixeur, bien évidemment. Voilà. Donc, je commence par éplucher ma gousse d'ail que je mets dans le mixeur. Je vais mettre ensuite l'anchois. Voici. Ensuite, je vais rajouter donc les olives vertes donc. Voilà. Et je rajoute une cuillère de piment pour relever un peu l'ensemble. Donc ensuite, un petit peu d'huile d'olive toujours. Hein. Ce sont des recettes provençales, donc il y a forcément de l'huile d'olive. Hein. Et voilà, et je mixe. Voilà, jusqu'à obtenir un ensemble homogène et onctueux. De la même manière, on va le mettre dans un petit récipient prévu pour ça. Voilà, donc le résultat final, il est là, regardez. Donc on peut le manger avec des petits croûtons, avec des légumes. Donc aujourd'hui, on a fait avec des carottes et des concombres, mais on peut très bien le faire également avec du céleri, avec des petits morceaux de chou-fleur. C'est à volonté et voilà. Et c'est très très bon. Et je vous conseille vivement de le faire. Voilà, hein. Bon appétit. Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. En finir avec le pétrole, c'est l'objectif affiché dans de nombreux secteurs industriels et notamment dans la production des matières plastiques. Les produits qu'on nous propose aujourd'hui ne sont pour la plupart pas recyclables et viennent grossir la pollution déjà énorme qui touche nos terres comme nos océans. C'est clair, il est temps de sortir vraiment de cette ère et puis on sait que ces plastiques à base de pétrole empoisonnent la planète. On peut parler justement du 7e continent dans le Pacifique. Et oui, donc tous les emballages plastiques à usage unique sont concernés par cette évolution qui est incontournable sur le chemin de la sortie du pétrole. Une société pionnière dans le domaine des bioplastiques propose une alternative intéressante avec leur bio-raffinerie installée en Sardaigne. Alors comment ils s'en sortent avec justement une bio-raffinerie et par quoi est-ce qu'ils remplacent le pétrole alors? Eh bien par une plante qui était plutôt considérée comme une mauvaise herbe du fait de sa forte prolifération. Il s'agit du chardon que vous allez pouvoir voir à l'écran. Voilà, donc 15 ans de recherche quand même pour choisir des
déterminer la plante optimale à utiliser, la capacité de la graine à produire une huile aux propriétés similaires à celles du pétrole, et le tout dans des conditions économiques acceptables, bien sûr. Donc c'est une raffinerie d'un nouveau genre. Oui, totalement, car aucun produit toxique ou chimique n'est employé au cours de la transformation du processus de raffinage proprement dit jusqu'au matériau final que les scientifiques ont nommé le Materbi. Donc ce Materbi est utilisé évidemment pour la fabrication des pochons, nouvelle génération, intégralement biodégradables, mais il a également beaucoup d'autres usages à forte valeur ajoutée en tant que composants cosmétiques par exemple, biolubrifiants, bioherbicides et j'en passe. Mais un matériau intéressant finalement, ce Materbi, mais comment est-ce qu'ils sont venus à choisir le charbon comme matière première? Alors le chardon, eh bien c'est principalement pour cesser d'utiliser une plante alimentaire, donc maïs, pommes de terre, tournesol, canne à sucre et même le blé, donc comme c'est presque toujours le cas aujourd'hui pour fabriquer des bioplastiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette plante est considérée comme une mauvaise herbe, nuisible à cause de sa prolifération, mais elle possède les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'elle se contente d'un sol pauvre et qu'elle se passe très bien d'irrigation, sans compter que sa durée de vie est longue, 5 à 6 ans, avec un pic de productivité les 2e, 3e et 4e années. En gros, c'est une plante qui nous permet de ne pas utiliser nos ressources alimentaires pour produire du bioplastique. Et j'imagine, ce qui intéresse le plus, on va dire les chercheurs, c'est sa graine. Alors, elle contient beaucoup d'huile? Alors, un peu moins qu'une graine de tournesol, mais la recherche agronomique devrait permettre d'améliorer les rendements dans les années qui viennent. Et puis, il faut préciser aussi qu'il n'y a aucun gaspillage dans ce processus, puisque la plante est entièrement exploitée. La tige et les feuilles sont utilisées pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de la raffinerie. Donc, les matériaux issus de la raffinerie retourneront à la terre et la valeur énergétique de la plante est exploitée. J'ai comme l'impression qu'on pourrait commencer à dire au revoir au pétrole à ce rythme-là. On va regarder ça, la Sardaigne à l'heure du bioplastique. C'est parti. À en croire une récente étude menée par l'Université de Géorgie, 275 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année. Sur ces 275 millions, 32 millions sont des déchets qui restent à terre alors que 8 millions de tonnes polluent les océans. Un problème environnemental majeur pour notre planète. Une solution à ce problème pourrait venir de cette plante, le chardon. Ici, dans le nord de la Sardaigne, le chardon est cultivé pour produire des huiles nécessaires à la production de bioplastiques. Dans le cadre d'un projet européen baptisé First to Run, les sociétés Novamont et Versalis ont créé Matrica, une joint venture dont le but est de produire des plastiques biodégradables et recyclables. Les graines des chardons sont la matière première de ces plastiques propres. Michele Facce est le responsable du secteur agricole de Novamont. Ces cultures de chardon sont-elles faites sur des terrains agricoles? Non, nous n'utilisons pas de terrains agricoles. Nous essayons de mettre en valeur des terrains que l'agriculture a perdus. Dans cette région de la Sardaigne, près de 60 000 hectares ont été abandonnés en 30 ans. Ici, on essaye de récupérer 3 à 4% de ces terres grâce au chardon, qui est tout à fait adapté au climat méditerranéen. Il n'a pas besoin d'être arrosé, les précipitations suffisent. Cette usine n'utilise aucun solvant chimique. Toutes les réactions sont obtenues avec de l'eau, de l'air et du peroxyde d'hydrogène. Aucun produit toxique. C'est dans ces machines que les acides sont produits et stockés. La transformation de l'huile végétale en acide destinée au bioplastique se déroule dans ces 4 réacteurs. L'huile est introduite dans le premier réacteur et sort du 4e sous forme d'acide prêt à être transformé en bioplastique. Tout le processus est supervisé dans cette salle de contrôle. Les techniciens vérifient le bon fonctionnement des machines, l'étanchéité des valves et la pression dans les tubes. Tout est digitalisé et enregistré. Dans ce laboratoire, les chercheurs analysent et vérifient la qualité de l'huile végétale et des produits transformés. De nouvelles méthodes de production sont en permanence étudiées dans ce laboratoire avant d'être testées grandeur nature. C'est un procédé complètement unique et nouveau qui transforme l'huile végétale sans utiliser de gaz toxiques comme l'ozone.
À partir de l'huile végétale, on obtient un acide qui est la matière première essentielle pour les bioplastiques qui sont utilisés par exemple pour faire les sacs pour les magasins. On obtient aussi un autre acide qui peut être utilisé comme herbicide propre. Ou alors en remplaçant d'autres molécules plus toxiques. Cela peut être transformé en lubrifiant ou en cosmétique propre sans huile de palme. Et puis, il y a un autre produit qui peut être utilisé dans la production de pneus en remplaçant les huiles minérales qui sont toxiques et cancérigènes. La société produit également un lubrifiant bio pour bateaux qui est non polluant et se dissout dans l'eau de mer. Un avantage conséquent lorsque l'on sait que 3 millions de tonnes de lubrifiants tirés du pétrole sont rejetés en mer chaque année. Les bioplastiques produits en Sardaigne sont pour l'instant plus chers que les produits identiques contenant des hydrocarbures. En revanche, les bioplastiques n'engendrent aucun frais de recyclage. Les lubrifiants se dissolvent dans l'eau et dans la terre, les sacs se transforment en fertilisants. Voilà, pas mal comme procédé. Et puis, donc, le coût de ce produit est déjà compensé par les économies liées au recyclage. Et puis, c'est un investissement pour notre planète. Donc, si on veut continuer à y vivre, eh bien, c'est nécessaire. Et pour la suite, donc, Mara, tu voulais justement nous parler un peu de Wi-Fi, c'est ça? Et oui, le Wi-Fi, qui, figure-toi, depuis le 10 juillet dernier, est accessible aux alpinistes qui s'attaquent aux pentes les plus hautes du Japon, celle du mont Fuji, qui culmine à 3776 mètres d'altitude. Les autorités japonaises ont répondu en fait à une demande des nombreux touristes américains et européens qui visiblement ont du mal à se passer même provisoirement de poster un petit selfie en direct quand ils sont en haut de la montagne. C'est vrai que c'est fou cette addiction à Internet quand même, moi la première, mais bon, c'est vrai que les Japonais sont à la pointe de la technologie, donc on peut s'attendre à tout avec eux. Et oui, c'est clair. Bon, alors là, c'est un test simplement qui s'arrête donc à la mi-septembre, très bientôt, avec deux objectifs: satisfaire la demande des touristes présents sur place, mais aussi bien sûr en attirer de nouveaux qui pourront consulter les conditions météorologiques et autres informations nécessaires au cours de leur ascension qui prend tout de même en moyenne entre 3 et 8 heures. Donc une petite pause sur les réseaux sociaux de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. On va voir les réactions sur place, le Wi-Fi au sommet du mont Fuji. On regarde. C'est bien la dernière des choses à laquelle s'attendent les alpinistes qui gravissent le mont Fuji au Japon. Tout en haut de ce sommet mythique, à quelques 3776 mètres d'altitude, le Wi-Fi fonctionne à plein régime pour immortaliser le moment avec un selfie et le poster sur les réseaux sociaux par exemple. Lorsque les randonneurs atteignent le 6e palier, ils se voient remettre une carte avec un mot de passe valable pour 3 jours. Le réseau Wi-Fi fonctionne à 3 endroits différents du sommet. J'utilise le Wi-Fi pour actualiser mon profil, me connecter avec mes amis et les tenir informés de ce que je fais. Je n'ai pas vu beaucoup de montagnes proposer ce genre de service. Même chez moi, à Montréal, au Canada, nous n'avons pas ce genre de choses. Je vois des gens recevoir des appels ou téléphoner pour leur travail, peut-être. Le Wi-Fi au sommet est aussi une nouveauté pour les Japonais. Cet homme a passé ses étés en haut du mont Fuji à prendre des photos et il en tire maintenant profit. C'est génial de pouvoir se connecter ici. Je tiens un blog et je peux dire aux gens qui envisagent de grimper si la météo est favorable. Quelles sont les conditions ici? Ça me rend très heureux. L'industrie japonaise du tourisme est florissante et les préfectures autour du mont Fuji veulent répondre à l'accueil favorable qu'elles ont reçu des touristes étrangers, des États-Unis et d'Europe notamment. Le Wi-Fi fonctionnera jusqu'à mi-septembre au sommet. Et
Voilà, les gens ont l'air d'être contents et puis c'est l'essentiel. Mais quand même, c'est un endroit inattendu pour la Wi-Fi quand même, le Mont Fuji. Inattendu, je suis d'accord avec toi, mais pourtant, c'est vraiment pas la première fois que le Wi-Fi s'installe dans un lieu vraiment où on ne s'y attend pas. Des émetteurs d'ondes ont été installés dans le désert, par exemple. On en a mis aussi dans des cimetières, sur des plages et même, accrochez-vous, sur des moutons. Bon, alors là, ça s'est passé dans le nord du Pays de Galles. Je pense pas que ça aurait pu se passer ailleurs que là-bas, où un scientifique a mené en fait cette expérience pour amener l'Internet sans fil au plus profond des campagnes, donc en équipant certains moutons de colliers super high-tech pour les transformer en bornes Wi-Fi ambulantes. Voilà. Alors là, ça va un peu trop loin, même si c'est pas près de s'arrêter. Merci Marais, et puis on te retrouve donc la semaine prochaine. Merci à toi Élise, à la semaine prochaine, au revoir à tous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi.